Madame, monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver cette semaine dans nos éditions de 13h. Voici pour vous les titres de ce lundi 23 août 2021. Le Tchad a annoncé samedi dernier le retrait de ses soldats de la zone dite des trois frontières. Le gouvernement évoque un redéploiement stratégique. Pour mieux comprendre ce qui se passe dans ce pays, également en proie aux attaques terroristes, nous recevons pour vous Abdoulaye Abari, les journalistes, spécialistes des questions internationales et doctorants en sciences politiques. Dans la journée de ce samedi, conférence de presse de l'Union pour la République. Ce parti politique burkinabé a annoncé la prochaine tenue de son congrès extraordinaire. Par ailleurs, il s'est penché sur la situation du pays, invitant tous les Burkinabés à l'unité. Et puis, dans cette édition, nous irons à la découverte de Police à Secours, une unité qui relève de la direction régionale de la police nationale du centre et dont les missions et interventions sont diverses. Madame, monsieur, nous démarrons cette session d'information avec la situation politique qui prévaut dans le Tchad. Comme vous l'avez entendu à l'instant, le pays d'Idrissa Déby a décidé samedi dernier de retirer 600 de ses soldats de la zone communément appelée la zone des trois frontières. Nous vous proposons de suivre ce reportage avant de revenir sur ce plateau avec un entretien explicite de la situation avec notre invité. Le Tchad a annoncé samedi dernier avoir retiré la moitié de ses effectifs déployés en février au sein de la force G5 Sahel dans la zone dite des trois frontières. C'est la zone frontalière du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Les autorités tchadiennes soulignent que cette mesure a été prise en commun accord avec les pays de la force multinationale. Avoir sur place 1200 hommes alors qu'en moyenne un bataillon de la force multinationale est d'environ 600 hommes était un effort difficilement soutenable dans le contexte sécuritaire de celui du Tchad. Pour le Tchad, il ne s'agit pas d'un retrait, il s'agit d'un redéploiement stratégique. Le pays, à la vérité, doit aujourd'hui faire face à une situation sécuritaire compliquée sur sa frontière libyenne. Plusieurs colonnes de rebelles chercheraient depuis plusieurs mois à regagner la capitale. Le contingent de 600 hommes est arrivé jeudi soir en territoire tchadien. Cet effectif, qui constitue la moitié de celui déployé en février dernier dans la zone des trois frontières, sera déployé dans le nord du Tchad, qui fait face à plusieurs défis sécuritaires. Si du côté de N'Djamena, l'on rassure que cela n'a absolument aucune incidence sur la capacité des forces tchadiennes à jouer leur rôle de force motrice dans la lutte contre le terrorisme, l'on peut cependant se permettre d'en douter. En rappel, la décision de l'envoi de ce bataillon était une initiative personnelle de l'ancien président Déby. Il comptait ainsi marquer la prise à l'époque de la présidence tournante du G5 Sahel. La décision de déploiement n'avait été débattue ni en Conseil des ministres ni au Parlement. La France a annoncé récemment la réduction progressive de ses effectifs militaires au Sahel au profit des dispositifs allégés de 2500 à 3000 hommes contre les quelques 5000 qui composaient la force de l'opération Barkhane, amenée à disparaître. Ces réajustements ne risquent-ils pas d'impacter la lutte contre le terrorisme dans une zone devenue fragile ? Voilà, madame, monsieur, un reportage signé Geoffroy Va. Et comme promis sur ce plateau, nous recevons pour vous monsieur Abdoulaye Bari. En rappel, il est journaliste, il est spécialiste des questions internationales et il est également doctorant en sciences politiques. Bonjour, monsieur Bari. Bonjour, madame. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est un plaisir. Alors, avec vous, nous allons essayer de décrypter, de comprendre un peu mieux ce qui se passe au Tchad. Donc, la première question tout de suite, c'est quelles peuvent être les conséquences d'une telle annonce du gouvernement tchadien de retirer 600 de ses soldats de la zone dite des trois frontières? Pour mieux comprendre la question, il s'agit du retrait de 600 soldats du bataillon supplémentaire, ce qu'on appelle au G5 Sahel, au niveau de la force conjointe, le 8e bataillon, parce que la force conjointe est constituée par 7 bataillons répartis donc sur les 3 fuseaux. Donc on a 2 bataillons au fuseau Est, donc le Tchad et le Niger. Le fuseau centre qu'on appelle la zone des 3 frontières, il y a 3 bataillons, des
des bataillons du Burkina, du Mali et du Niger, et on a le FUSO-Ouest, où on a la Mauritanie et le Mali. Il se trouve que face à la dégradation de la situation au Sahel, le président Déby, comme on l'a vu dans ce reportage, avait promis donc d'envoyer un bataillon supplémentaire pour appuyer donc les 3 pays dans la zone des 3 frontières. C'est ainsi que 1200 hommes sont arrivés en février dernier, donc pour aider ces 3 pays-là dans la lutte contre le terrorisme. Donc il s'agissait d'un bataillon de 1200 hommes. Il se trouve également que lorsque ce bataillon est arrivé avec 1200 hommes, ils sont également arrivés avec du matériel très lourd, des blindés, des chenilles comme on dit, avec des équipements très lourds. C'était vraiment des blindés qu'ils avaient envoyés et des chars. Or, il se trouve que les officiers du G5 Sahel leur avaient dit que c'est bien ces équipements que vous avez envoyés, mais il se trouve que c'est des équipements qui sont inadaptés face à la situation sur le terrain, puisqu'on a des terroristes qui se déplacent donc avec des motos, avec des pick-up, des moyens plus légers. Je ne vois pas comment on peut avoir un résultat quand on met un char derrière une moto, il est vite parti. Donc, la question était déjà posée, et donc aujourd'hui, le Tchad décide donc de retirer 600 hommes. Il s'agit de redimensionner la force, pour qu'elle réponde même aux normes du G5 Sahel, parce que dans les normes du G5 Sahel, un bataillon, ça fait 650 hommes. Or, ils ont déjà envoyé 1200. Il y a une autre dimension qui est la dimension financière. Si vous envoyez 1200 personnes, des soldats, il faut payer des per diem régulièrement. Or, il se trouve que ce sont les pays même qui payent ces per diem-là. Ça devient très lourd à supporter. Donc aujourd'hui, en termes d'impact, il s'agit donc d'avoir des éléments plus légers, un bataillon qui va rester. C'est un bataillon supplémentaire, il faut le noter. Ça n'a rien à voir avec les 7 autres bataillons. C'est un bataillon supplémentaire de 600 hommes. C'est vrai, les 600 sont partis, il y a 600 qui vont rester. Mais il s'agit de redimensionner pour rendre cette force plus opérationnelle, plus légère et mieux adaptée aux défis du terrain, donc avec des moyens plus légers, des moyens du même type que les terroristes eux-mêmes utilisent. Et donc, cela justifie effectivement ce que le gouvernement tchadien dit, quand il dit que en fait, le fait de retirer en fait les troupes, c'est pour des raisons stratégiques. Au regard de ce que vous dites, est-ce que ça répond à cette question stratégique? Oui, la question, elle est, on va dire même pour des besoins opérationnels. Si vous cantonnez 6200 personnes, il n'y a pas d'argent pour les payer, on ne peut pas faire d'opération tout le temps. 1200 Oui, 1200. Non, 1200, oui, 1200, j'ai dit. Oui. C'est un bataillon de 1200 qu'ils ont envoyé. Si vous cantonnez 1200, il n'y a pas d'argent pour les payer, ils ne peuvent pas faire des opérations tout le temps parce que les pays sont confrontés à des défis financiers. Et c'est ça le véritable problème du G5 Sahel. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas les utiliser. Les équipements qu'ils ont envoyés ne peuvent pas être utilisés. Donc, c'est mieux d'avoir une force légère avec des moyens roulants légers qui puissent faire le travail opérationnel avec plus d'efficacité et plus d'efficience. Mais l'autre question liée au Tchad lui-même, évidemment, la question était posée de retour des 600 hommes, mais dans ce contexte politique actuel du Tchad, donc marqué donc par l'arrivée d'une junte au pouvoir, on va dire ainsi, et marqué également par une crise dans le nord du Tchad, c'est vrai que le retour de ces 600 hommes-là au Tchad ne dérange pas forcément le Tchad, puisque le Tchad lui-même aussi est confronté à des défis sécuritaires énormes avec une rébellion qui menace partout. Donc, le Tchad même va renforcer donc son dispositif sécuritaire avec un renfort de 600 personnes qui arrivent, mais le problème était déjà bien posé avant qu'on arrive à cette situation tchadienne. Alors, il a aussi été question, on a évoqué donc un réaménagement concerté avec les autres pays, la France y compris. Est-ce qu'il faut s'attendre à un réaménagement des contingents, même pour la France qui est en train d'organiser aussi son retrait? Bon, pour la France, c'est déjà annoncé. Pour le Tchad, la France, c'est déjà annoncé. On sait que la France va retirer une partie de ses soldats. C'est 3000 soldats qui vont quitter. 3000 soldats seront retirés sur les 5100 hommes que compte aujourd'hui la force Barkhane à l'horizon 2023. Ça, c'est déjà annoncé. Mais il s'agit aussi, pour la France et les autres alliés, à travers donc désormais la force Takuba qui va faire le travail opérationnel, de redimensionner sa force pour
ne pas avoir 5000 hommes sur le terrain. Ça, c'est un travail qui est déjà fait. Donc, désormais, au lieu qu'on ait la force Barkhane avec 5100 hommes, on va avoir plutôt la force Takuba, c'est vrai, avec une forte présence, des militaires français, mais avec d'autres objectifs. Les objectifs restent les mêmes, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme. Donc, ce travail opérationnel au niveau de la France, ça a déjà annoncé, mais il faut insister là-dessus. Le retrait des 600 hommes, les 600 soldats français, tchadiens, pardon, avait été déjà demandé de leur arrivée parce que c'est très lourd à supporter en termes d'équipement et en termes d'entretien des hommes. D'accord. Alors, il faut le reconnaître, le Tchad constituait en fait un symbole dans cette lutte avec son armée. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ces forces subissent quelque chose qu'il faut identifier du fait du départ de Idriss Déby? Et lesquelles des forces? Alors, le Tchad, dans son armée, nous savons que l'armée, dans la lutte contre le terrorisme, là, nous avions le Tchad qui constituait quand même une certaine puissance, une certaine force. Aujourd'hui, le fait que Déby Père ne soit plus là, est-ce que ce n'est pas un vide, un manque à gagner pour justement ces forces qui sont sur le terrain, les forces tchadiennes, bien entendu? Oui, évidemment, vous avez raison, parce que Idriss Déby quand même était le leader, les guerriers, donc les piliers sur qui reposait, on va dire, la stratégie même de la lutte contre le terrorisme. C'était le leader naturel parce qu'il a une armée très forte et c'est quelqu'un qui maîtrisait donc les questions sécuritaires. C'est quelqu'un qui avait une volonté politique. Il était vraiment engagé dans la lutte contre le terrorisme. Évidemment, sa perte va créer un vide, mais il reste bien entendu que l'armée tchadienne reste donc une armée forte, très opérationnelle, une armée guerrière, donc malgré le décès donc de Idriss Déby, le maréchal du Tchad. Évidemment, ça peut créer des problèmes au niveau du moral de la troupe, mais pas au point quand même d'arriver à déstructurer cette armée tchadienne. D'accord. Vous êtes spécialiste des questions internationales. Est-ce qu'aujourd'hui, votre regard, en tant que spécialiste justement de ces questions-là, est-ce qu'il ne faut pas repenser le G5 Sahel aujourd'hui? Évidemment, c'est qu'il faut, vous avez parfaitement raison, parce que il faut repenser, parce que si on fait le bilan du G5 Sahel de 2014, 16 février 2014 à nos jours, février 2014 date de sa création, à nos jours, est-ce que le terrorisme a reculé? Je pense que non. Au contraire, il y a des zones qui n'étaient pas touchées en 2014, qui aujourd'hui sont à la limite devenues l'épicentre même des attaques terroristes, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina, parce qu'on avait quand même en 2014 une sorte, comme si le terrorisme était un peu cantonné au Mali, le nord du Mali qui était un peu on va dire l'épicentre des attaques terroristes. Mais 6 ans après la création du G5 Sahel avec des objectifs nobles, des objectifs de développement et de sécurité, c'est-à-dire de lutte contre le terrorisme n'a pas reculé. Donc à ce titre, il est important de repenser la stratégie. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans la stratégie? Il se trouve que à la création du G5 Sahel, on avait 2 volets, le volet développement et le volet sécurité. Donc on parlait de piliers développement et sécurité. Il se trouve que dans la pratique, au regard des défis sécuritaires, on va dire de l'urgence sécuritaire, dans les 3 pays, le volet développement a été finalement abandonné et on assiste désormais à une hyper-militarisation de la lutte contre le terrorisme avec des moyens militaires, des bataillons concrets. Mais le fait de ne pas pouvoir mettre en œuvre le volet développement, ça veut dire que, voyez-vous, on ne peut pas avoir de la sécurité s'il n'y a pas de développement, parce qu'il y a des questions économiques, il y a des raisons économiques qui poussent ces gens-là à aller dans les bras donc des terroristes. Il faut résoudre les questions de développement, mais à mon avis, les 2 piliers devraient être développés en même temps, renforcés au même moment, mais malheureusement, dans la pratique, c'est le pilier sécurité qui a connu vraiment un intérêt avec des investissements, on va dire, quelque peu massifs, au détriment du pilier développement, parce que si vous faites le bilan aujourd'hui, il y a 9 milliards donc d'euros qui ont été annoncés pour soutenir donc le pilier développement à Nouakchott, mais jusque là on est à 25% donc de taux de mobilisation de ces ressources. Il y a eu des annonces qui ont été faites sur le plan financier, mais ces annonces n'ont pas été concrétisées. Donc conséquence, le pilier développement a été largement abandonné et il se trouve que la dimension militaire
militaire, à elle seule, ne peut pas résoudre la question du terrorisme parce qu'il y a des questions politiques, il y a des questions de gouvernance et des questions liées au développement. D'accord. Alors, on a tous suivi l'actualité afghane ces derniers temps avec la montée en puissance donc, des talibans. Est-ce que par rapport à tout cela, la zone sahélienne doit se sentir davantage ébranlée? Est-ce qu'il y aura des conséquences, des répercussions sur la zone sahélienne? Bon, je ne pense pas de répercussions directes. Peut-être, on va dire que les terroristes du Sahel vont avoir, ça peut doper leur morale parce que les talibans sont arrivés au pouvoir en Afghanistan. Il se trouve que les talibans sont des alliés d'Al-Qaïda, la maison mère donc du GISIM. Et parce que vous vous souvenez, en 1996, lorsque le Mullah Omar a pris le pouvoir donc en Afghanistan, il a fait appel donc aux islamistes radicaux pour assurer sa sécurité, dont Osama Ben Laden qui a organisé un attentat en 2001 contre donc les États-Unis, mais aussi pour assassiner, on va dire, le commandant Massoud qui était au pouvoir. Donc de ce point de vue, et deuxième élément à ce niveau, il y a que les talibans ont libéré 10 000 prisonniers de la prison de Kaboul. Il se trouve que la plupart de ces prisonniers-là sont des anciens leaders donc d'Al-Qaïda. À ce niveau, ça peut doper donc le moral des terroristes au Sahel. Mais bien évidemment, il ne faut pas faire de comparaison. Pour moi, il n'y a pas de parallèle à établir. Il y a juste des enseignements à tirer de ce qui est arrivé en Afghanistan, c'est-à-dire que la dimension militaire à elle seule ne peut pas nous permettre de résoudre le problème du terrorisme. Il faut allier à cette question militaire une dimension politique, une dimension de développement qui nous permette d'apporter d'autres réponses parce que le tout n'est pas militaire sur le terrain. D'accord. Monsieur Bari, on va en rester là. Nous passons vous avoir remercié d'avoir déjà accepté notre invitation et pour toutes ces informations que vous apportez à la situation donc, qui prévaut en ce moment même au Tchad. Merci madame. Merci à vous. Et en rappel, vous êtes Abdoulaye Bari, vous êtes journaliste, vous êtes spécialiste des questions internationales et vous êtes doctorant en sciences politiques. Madame, Monsieur, nous poursuivons ce 13h avec la coordination des associations des promoteurs immobiliers du Burkina qui, à travers un dîner de presse ce samedi, a exposé sa lecture quant à l'avant-projet de loi numéro 057/AN du 20 novembre 2008 portant promoteurs immobiliers. La coordination dit ainsi éclairer les hommes et femmes de médias afin qu'ils relaient l'information juste concernant ce sujet. Les détails dans ce reportage de Béranger Zambelongo qui porte la voix de Abdoulrahim Nyinyi. Ce sont 4 structures du secteur immobilier qui ont exprimé leur inquiétude vis-à-vis du projet de loi portant modification de la loi sur la promotion immobilière au Burkina Faso. À travers cette rencontre, ils disent apporter des éclaircissements sur leur position quant à la relecture de cette loi. Une relecture qui, selon eux, est contraire à une bonne politique immobilière. Cette loi-là autorise donc la mobilisation foncière, le lotissement et la promotion foncière au titre des productifs d'État et donc au détriment donc des sociétés privées. Ça, c'est déjà un point sur lequel nous avons beaucoup insisté en proposant qu'on ait un modèle mixte. Le modèle mixte, c'est quoi? C'est un modèle où l'État, justement, peut aussi travailler et les promoteurs également. Et pourquoi pas, donc, des possibilités de partenariat pour pouvoir, donc, résoudre cette problématique donc, du logement au Burkina Faso. Si ce point n'est pas tenu, n'ont pas pris en compte ce point, on risque de créer une situation qu'on ne pourra pas gérer. L'occasion est belle pour les hommes de médias d'ouvrir le débat sur le problème du foncier. Mais pour les acteurs immobiliers, le foncier fait partie de leurs activités. Donc, pas question de leur retirer le droit de commercialiser les produits fonciers. Nulle part dans le monde, on a pu occulter le foncier de la promotion immobilière. Autrement, c'est du BTP qu'on nous propose, c'est-à-dire d'être des sociétés de construction. La promotion immobilière, on ne peut pas l'imaginer sans le foncier. Ça, c'est déjà notre premier point. Et le deuxième point, c'est essentiellement les dossiers déjà introduits dans la chaîne, c'est-à-dire les actes déjà passés. Il faut que
ces dossiers-là soient sous l'égide de la loi en vigueur et non la nouvelle loi qui va venir poser des conditions par rapport à des opérations déjà réalisées il y a de cela 3, 4, 5 ans. C'est ça notre préoccupation parce qu'il y a des enjeux. La conséquence c'est qu'on remet tout à plat et cette remise à plat risque donc d'avoir des conséquences énormes. C'est pourquoi nous insistons pour que le principe soit respecté, c'est-à-dire qu'il faut préserver les acquis et maintenant définir de nouvelles conditions pour la promotion immobilière dans l'avenir. Les promoteurs immobiliers ont fait un ensemble de propositions pour la prise en compte de leurs préoccupations. Il s'agit notamment du maintien du modèle mixte tel qu'en vigueur avec une formule souple qui va permettre de destiner 60% de la superficie totale du projet à la réalisation d'infrastructures socio-économiques et 40% à la promotion immobilière. Le parti politique Union pour la République, UPR en abrégé, a eu ce samedi une conférence de presse à Ouagadougou. Le parti de Maître Toussaint Abel Coulibaly a annoncé aux hommes de médias la prochaine tenue du congrès extraordinaire de l'UPR. L'occasion a également été saisie par les responsables du parti de se prononcer sur la situation nationale du pays. Mamidriana Kamabou. L'Union pour la République, UPR, sort de son silence. Il s'est prononcé au cours de cette rencontre avec les hommes de médias sur la question sécuritaire que traverse le Burkina Faso. Pour le président du parti, Maître Toussaint Abel Coulibaly, le remaniement du gouvernement seul ne suffit pas pour résoudre la question sécuritaire. Il souhaite donc la contribution de tous les Burkinabés dans la lutte contre le terrorisme. L'UPR a suggéré aussi un forum national sur la sécurité. Les Burkinabés se retrouvent autour d'une table avec le gouvernement comme chef de file et que chacun donne son point de vue. Celui qui veut critiquer, c'est là-bas qu'il va critiquer. Celui qui veut donner son point de vue par rapport à ce qu'il peut apporter, c'est là-bas qu'il le fera. Et à la sortie de ce forum-là, chacun prendrait sa part dans la lutte. Donc défendons d'abord l'ensemble. Et après nos divergences, on pourra les aplanir ou pas entre nous ou continuer à les exprimer. Ce n'est pas une question d'unanimité sur quoi que ce soit. Mais la première solution de la lutte contre le terrorisme, c'est l'union, c'est la solidarité des Burkinabés et qu'il n'y ait aucun Burkinabé passif. Le parti de Maître Toussaint Abel Coulibaly a annoncé son prochain congrès extraordinaire qui aura lieu le 11 septembre prochain à Dédougou. L'unité du Burkina, là, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. L'unité du Burkina, c'est maintenant. Et si nous nous unissons maintenant, il n'est pas tard pour inverser la tendance. Parce que nous allons l'inverser de toute façon. De toute façon, ces forces du mal ne gagneront pas sur le Burkina Faso. Ce que nous recherchons et que nous devons rechercher, c'est de réduire au maximum le temps d'action de ces forces néfastes-là sur notre territoire. L'Union pour la République invite les populations à développer une résilience à toute épreuve afin de permettre au gouvernement de poursuivre les efforts entrepris pour combattre la maladie à coronavirus. Créée en 2004, l'Union pour la République UPR est à sa 3e sortie médiatique. Vous avez certainement déjà eu l'occasion de rencontrer des véhicules dans les rues de la capitale burkinabé sur lesquels on peut lire « Police à secours ». Sachez que c'est une unité de patrouille rattachée à la direction régionale de la police nationale du centre. Cependant, que fait-elle exactement? Notre reporter Maxime Jean-Eudes de Bambara a passé une journée entière avec les éléments de cette unité. Voici son compte-rendu pour vous. Commissariat central de Ouagadougou. Il est 8h ce vendredi 20 août. 2 équipes de la nouvelle police secours sont déjà prêtes pour sortir en patrouille, mener leur mission quotidienne. Mais avant, le chef de la section patrouille de la police secours briefe d'abord ses éléments sur la mission du jour et rappelle les consignes à suivre. Soyez précis et concis. Soyez professionnels. Faites respecter les mesures barrières comme on vous l'a dit. Et aussi, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le drapeau en berne. Alors là, vous allez sensibiliser aussi au niveau
comment on appelle ça, les débits de boissons, les lieux de distraction. Alors, vous allez essayer de les sensibiliser parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas et qui ne pas leurs journaux ici. Donc essayez de sensibiliser ces gens-là ici. La nouvelle police secours, dont les activités ont été officiellement lancées le jeudi 22 octobre 2020, est composée d'éléments de la police nationale ainsi que de gendarmes. Aujourd'hui, l'équipe de l'adjudant de police Moussa Savadgo, avec qui nous embarquons, doit investir les quartiers Ouaga 2000, Balkui, Karpala, Songnaba et Sissin. Il n'y a pas d'itinéraire fixe à suivre, seulement des quartiers et des zones ciblées. Sous l'échangeur de Ouaga 2000, c'est un groupe de jeunes qui est interpellé à se mettre à l'abri. Le stationnement sous l'échangeur étant risqué. Il n'y a pas un coin ici pour s'échapper. Si un gros porteur vient par là et qui rate le virage, c'est pas bon pour vous. Donc c'est pas prudent de rester là. Vous pouvez un autre coin où vous vous sentez plus en sécurité. Ici c'est pas bon. Si un camion rate le virage, c'est pas bon. Vous pouvez aller. Les équipes de patrouille ont pour mission d'assurer une présence effective des forces de sécurité dans les quartiers lotis et non lotis de Ouagadougou, de porter assistance aux populations en cas de besoin, d'échanger avec elles pour recueillir leurs préoccupations. Mais compte tenu du deuil national toujours en cours, elles devront aussi sensibiliser au respect du décret présidentiel dans les maquis, les espaces de réjouissance et autres comme ici à cette station du quartier Karpala. Dans la stratégie d'approche, il faut du tact, de la sérénité et trouver les mots justes pour faire passer le message. La musique jouant alors que la nation est en deuil, ces agents sont en infraction, mais la mission de la police secours n'est pas de réprimer, mais plutôt de sensibiliser pour faire prendre conscience. Une mission que l'équipe de l'adjudant de police Moussa Savadgo doit réussir, malgré l'indélicatesse et le caractère réfractaire de certains individus. Bon, quand tu nous dis même qu'il n'est pas disposé à nous écouter, bon, nous barrons. Il n'y a pas moyen de répression, rien. Non. C'est le contraire, au fait. C'est amener la personne à comprendre, c'est le sensibiliser. Et on ne peut sensibiliser celui aussi qui n'est pas... On ne peut pas sensibiliser celui qui n'est pas disposé à nous écouter. Ben, les difficultés, c'est la méfiance que la population a toujours à notre égard. Donc quand on part vers certains, on sent qu'ils sont réservés. Un peu plus loin, toujours à Karpala, le bruit d'une musique conduit l'équipe dans une boutique télécom. À la vue du véhicule de la police secours, la musique est coupée. Le gérant, visiblement gêné, commence à présenter ses excuses. Ce dernier dit être au courant du deuil national, mais difficile pour lui d'expliquer pourquoi il joue la musique. Le chef de mission et ses éléments n'auront pas à gaspiller d'énergie pour amener Ismaël Nikiema à la raison et poursuivre la patrouille. Je me dis, si vous pouvez me comprendre et puis me faire pardon seulement. Nous ne sommes pas là pour vous sanctionner. Nous sommes là pour attirer votre attention et vous sensibiliser. Vous faire comprendre que ce n'est pas bien. Dans la vie d'une personne, ce qui n'est pas bien ne le fait pas. Merci beaucoup. Franchement, je m'excuse beaucoup pour ce désagrément. Dans la plupart des bars et maquis, le deuil national semble être respecté. La capitale est moins bruyante comparativement aux jours ordinaires. L'équipe marque une escale pour s'entretenir avec un groupe de personnes âgées à côté d'une mosquée. L'inquiétude se lit sur les visages à la vue des policiers, mais le chef de mission plante le décor et rassure. Rassuré, les langues se délient et après quelques minutes d'échange à bâton rond, l'équipe prend congé du groupe. Et on sent qu'ils ont compris l'objectif même de notre présence. C'est ce qui nous réjouit, que c'est l'objectif cherché. C'est tout ce que l'on peut retenir pour le moment. Mais on sent qu'ils sont un peu réservés. Il y a des réalités qu'ils ne partagent pas. Mais ça se comprend. Lorsque nous allons encore revenir un autre jour, je crois qu'ils seront plus à l'aise pour communiquer. C'est-à-dire la sortie comme ça est déjà... Chaque équipe est munie d'une tablette sur laquelle sont renseignés les équipements pour la mission. Sur la même tablette sont collectées également les préoccupations des populations rencontrées sur le terrain en vue de les soumettre à qui de droit.
La patrouille se poursuit dans les quartiers Songnaba et Sissin, où l'équipe tombe sur un cas d'accident qui bloque la circulation. Notre rôle ici, c'est de réguler la circulation, le temps que la section des accidents vienne pour le constat. Et s'il y a des blessés, les assister le temps que les secours viennent. Aux environs de 13h30, l'on interrompt la mission pour rejoindre la base, le commissariat central. Le débriefing est fait au chef de la section patrouille qui nous confie que la mission continue pour les autres équipes déployées sur le terrain et peut même aller souvent jusqu'à 22h. En plus des équipes de patrouille qui mènent des actions de sensibilisation, il y a également une équipe d'intervention chargée d'intervenir dans les conflits à domicile, les cas de vol, entre autres. Il faut prévenir, dissuader et occuper les zones criminogènes et c'est pourquoi les différentes équipes de la police secours doivent répondre présents aux lieux et endroits où les appels au 1010, au 16 et au 17 les conduiront. Voilà, que de découvertes dans cette édition. Allons à présent à la rencontre d'un médecin spécialiste en gériatrie. Si vous ne le savez pas, c'est une branche de la médecine orientée vers les soins aux personnes d'âge avancé. Au Burkina Faso, nous avons un médecin gériatre, l'un des rares d'ailleurs. Il s'agit du docteur Sylvain Ouedraogo et Sanata Séré l'a rencontré toujours pour vous. Docteur Sylvain Ouedraogo est le seul médecin gériatre au Burkina Faso, basé à Ouagadougou. Amoureux de la médecine et passionné de la prévention du vieillissement et de la prise en charge des personnes âgées, il décide en 2014 de se spécialiser dans la gériatrie en France. Son choix d'embrasser cette branche de la médecine lui permet aujourd'hui de vivre pleinement sa passion, celle de prendre en charge les personnes âgées malades et de prévenir le vieillissement. J'ai décidé de me spécialiser en gériatrie parce que je m'étais dit que c'est un domaine d'avenir, ça c'est un premier point. Mais surtout aussi, il y a un élément dans la gériatrie qui est la prévention du vieillissement. J'adore vraiment la prévention du vieillissement et la prise en charge des personnes âgées. Donc je fais tout pour essayer de leur apporter le maximum d'autonomie, de santé, malgré tout le poids de l'âge qu'ils peuvent porter sur eux. Le médecin gériatre est celui qui s'occupe des problèmes de santé des personnes en âge avancé. Il joue un rôle de coordonnateur entre son patient et les médecins des autres spécialités, selon notre médecin gériatre. Le gériatre va essayer de coordonner. Donc, pour une bonne partie de ces pathologies, le gériatre est formé pour pouvoir les prendre en charge. Je parle par exemple de l'hypertension, du diabète, ces pathologies qui sont assez courantes. Le gériatre est assez formé pour les prendre en charge. Mais à des moments où il a besoin par exemple d'un avis plus spécialisé dans le domaine que lui ne maîtrise pas, en ce moment il peut demander par exemple à son collègue cardiologue de lui donner un coup de main sur tel patient parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et après c'est lui qui va recoordonner encore le traitement, le suivi, organiser les rendez-vous, voilà. Donc c'est un peu ça le rôle du gériatre auprès des personnes âgées. Donc c'est vrai qu'on s'occupe en gériatrie de tous les problèmes de santé de la personne âgée, mais en plus on s'occupe aussi de bien vieillir. Parce que le tout, ce n'est pas de vivre 100 ans, 105 ans, en étant tout le temps malade, en allant de médecin en médecin, en étant tout le temps couché. L'idéal, c'est qu'on puisse tous arriver à 100 ans en pleine forme. Toutefois, cette spécialité médicale qui est dédiée à l'étude et au traitement des maladies liées au vieillissement reste méconnue de la médecine interne et de la majeure partie des populations. Beaucoup de personnes ignorent ce que c'est qu'un gériatre et son rôle dans la médecine. Le Burkina Faso compte un nombre important de personnes du 3e âge. Pourtant, c'est seulement une vingtaine de patients qui sont suivis par notre gériatre. Il faut dire que même dans le corps médical, ce n'est que récemment qu'on parle un peu de la santé de la personne âgée, qu'est-ce que c'est qu'un gériatre. Parce que comme je l'ai dit, jusqu'en 2014-2015, on n'enseignait même pas la gériatrie en faculté de médecine. C'est pour vous dire à quel point c'était pas connu, même dans le corps médical, donc à plus forte raison au sein de la population. Donc c'est pas très connu. Heureusement, depuis mon retour, heureusement que grâce aux médias, de temps en temps, j'arrive à faire une incursion pour expliquer un peu c'est quoi
la gériatrie. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'il y avait une émission ou un article qui était fait, j'avais un retour parce que les gens ils appellent, oui, vous êtes où? Effectivement, on est une personne âgée chez nous, mais on ne sait pas quoi faire. On ne savait pas que vous existiez. On ne savait pas qu'il y avait des médecins qui étaient spécialisés dans ce domaine-là. Voilà. Donc il faut dire qu'il y a une grosse ignorance en fait sur la question de la gériatrie. On ne sait pas que il y a des médecins qui sont là et qui ne s'occupent que de la personne âgée. Selon Dr Sylvain Ouedraogo, la plupart des personnes âgées souffrent de polypathologie, c'est-à-dire avoir plusieurs maladies à la fois. Et les maladies les plus rencontrées chez ces personnes sont entre autres l'arthrose, le diabète, l'escar, l'hypertension et la maladie de l'Alzheimer. Une maladie neurodégénérative caractérisée par une perte progressive de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles chez la personne en âge avancé. Et c'est la fin de ce 13h. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure sur le même canal, mais avec de nouvelles actualités. Excellente suite d'après-midi.